Aujourd'hui, j'ai invité une de mes précieuses amies pour qu'elle te raconte la naissance de ses filles. Je trouve ça important de recevoir de façon régulière des femmes qui ont enfanté il y a plusieurs années. Leur partage amène des éléments différents de ceux que l'on retrouve dans les récits de personnes dont l'expérience est récente. On va se le dire, l'expérience de vie et le recul qu'ont les femmes plus âgées, dont je fais partie, peuvent, j'en suis certaine, t'aider dans ta préparation à l'accouchement et peut-être même carrément dans ton chemin de vie. Tu le découvriras dans les prochaines minutes, Rebecca est une humaine passionnante. Dans cet épisode, il sera également question de féminisme et d'empuissancement. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Bonjour Rebecca. Allô Annie. Très heureuse de te recevoir pour que tu puisses venir nous raconter tes histoires d'enfantement et toutes les réflexions que tu as faites autour de ces aventures-là. Mm-hmm. Tu as eu 2 filles. Oui, qui sont aujourd'hui assez grandes. Ouais. Mais c'est très facile en fait, ces expériences-là, il y a une portion qu'on oublie, mais il y a quand même une grande portion qu'on n'oubliera jamais, qui est très vive. On a juste à s'y replonger, puis ça redevient très présent. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec les années qui passent, c'est que le recul permet aussi, l'expérience que tu as gagnée à travers les années qui ont passé, permet aussi d'avoir un regard peut-être encore plus étoffé. Tu as eu la chance de vivre 2 expériences physiologiques. Ouais, alors mes 2 accouchements se sont passés à la maison avec sage-femme et la première fois j'étais accompagnée d'une acupunctrice qui est venue pendant le travail à domicile chez moi. Et la deuxième fois j'ai été accompagnée d'une excellente doula qui s'appelle Annie, je vous en reparlerai. La première fois, le choix d'accoucher à domicile s'est décidé autour de la 30e semaine quand en fait la sage-femme m'a dit toi, où est-ce que tu veux accoucher? Je m'étais pas tellement posé la question, mais c'est vraiment parce que j'ai rencontré une autre maman qui m'a parlé d'accouchement à domicile et qui a un peu dédramatisé et vulgarisé l'expérience. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, j'avais l'impression que mon conjoint allait dire non. Et puis quand je lui en ai parlé, il me dit j'ai jamais dit non, pourquoi pas. Et donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment été obligée de me poser moi-même la question, est-ce que moi je le sens ou pas? Et donc on a embarqué pour cette aventure-là. Et je m'étais énormément préparée pour la gestion de la douleur. Donc c'est beaucoup là-dessus que j'avais orienté ma préparation. Et le travail a commencé vers 1h du matin. J'ai été en travail toute la nuit en fait, mais ça s'est très bien fait. J'ai passé un moment sur un gros ballon, accoudé sur un sofa. Après ça, j'ai passé une portion du temps dans la baignoire. Après ça, à un moment donné, la sage-femme est venue me voir et elle m'a dit t'es à 10. Et là, je me suis dit ok, mais moi, je fais quoi à ce moment-là? Elle m'a dit, je te laisse un peu de temps, puis je reviens te voir. Donc, j'ai été à 10 pendant quelques temps, probablement une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Puis, au bout de ce temps-là, elle est revenue me voir. Elle m'a dit, écoute, il va falloir commencer à pousser parce que je pense qu'elle se disait que je pourrais pas rester à 10 avec la force des contractions pendant très longtemps. Là, ça a été vraiment là où je suis rentrée dans mon mur personnel parce que la poussée, je pense que j'ai dû pousser pour une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, mais ça a été vraiment très difficile. Et probablement, en fait, ma fille est née avec un torticolis. Probablement que sa tête était pas très bien positionnée, que ça poussait pas exactement aux bons endroits pour déclencher l'aspect physiologique de la poussée. Donc ça a vraiment été difficile. J'ai un peu déchiré, pas tant que ça. Et je m'étais pas du tout préparée en fait à cet aspect-là de l'accouchement. Et je m'étais pas non plus préparée au fait qu'il y ait eu un bébé à la fin. Je dis ça un peu en riant, mais c'est vrai que ma fille est née, c'était probablement un baby, elle pleurait énormément, elle est née avec des grands yeux et tout était déjà très intense pour elle. C'est encore très intense pour elle aujourd'hui, avec l'adolescence qui embarque. Mais donc ça, c'était mon expérience, mon premier accouchement.
Et alors, quand je suis retombée enceinte pour ma deuxième, je me suis dit, la gestion de la douleur, ça va. Là, mon objectif personnel, c'est vraiment de dépasser ce défi-là de la poussée. Je voulais vraiment une poussée physiologique. Cet accouchement-là a commencé par la perte des os. Alors que pour le premier, j'avais perdu les os pendant, je sais pas, je devais être à 7-8, je m'excuse, je reviens en arrière, mais j'ai juste eu un seul toucher, celui qui m'a dit que j'étais à 10, mais pour le deuxième, j'ai eu aucun toucher vaginal, aucun, même pendant la période avant que l'accouchement commence. Et si on revient un peu en arrière, là, tu es à 10, la sage-femme t'en informe, on attend un peu. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as eu envie de pousser? Pas du tout. À aucun moment. Je comprends. Que donc, il y a une directive qui t'a été donnée de pousser à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je revienne dans ma tête et que je donne des ordres à mon corps, alors que jusque-là, c'était pas du tout le cas. Je laissais faire ce qui se passait, mais il y avait pas de... Là, on me parlait et moi, je donnais des ordres à mon corps, donc on n'était pas du tout dans quelque chose de physiologique. Elle est née à 11h le matin, donc pour un premier accouchement, 11h, c'est vraiment pas si mal. Et j'étais en bonne forme, mais je pense qu'elle s'inquiétait que ça prenne trop de temps et que je puisse pas rester à 10 trop longtemps non plus. Oui, puis il faut savoir que même chez les sages-femmes, encore aujourd'hui, il y a certaines croyances en lien avec la poussée. Donc, il y a encore des gens qui donnent des directives de tuer à 10, on attend un peu, puis après, on va se mettre à pousser. Que peut-être qu'il y avait des raisons cliniques qui ont fait qu'elle t'a donné cette indication-là, ou peut-être que ça faisait partie de la pratique de cette personne-là de dire on attend un peu, puis après, s'il n'y a pas de poussée réflexe, on demande à la femme de faire une poussée bloquée. Après, j'ai été recousue, puis cette portion-là n'a pas été agréable parce que c'était une stagiaire qui me recousait, puis je m'occupe de stagiaires. Enfin, je m'occupais de stagiaires dans la vie, dans mon travail. Et je trouvais que c'était pas si bienveillant pour la stagiaire. Puis moi, j'étais recousue. Je me souviens plus si c'était à froid ou pas, mais c'était pas particulièrement agréable. Puis moi, dans ma tête, je me disais, hey, je viens déjà d'expulser un bébé. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, laisser mon corps tranquille? Juste pour rassurer tout le monde qui écoute, c'est sûr que t'as pas été réparée à froid. Bon, c'est parfait. Mais je me souviens, tu sais, on m'a poussé aussi sur le ventre pour expulser le placenta. Pour la réparation au niveau du périnée, c'est certain qu'ils ont gelé la zone, mais ce qui a fait que c'était inconfortable pour toi et ça l'est pour presque nous toutes, c'est que la zone au complet est irritée, évidemment, par la sortie du bébé. Que quand on bouge les lèvres, quand on bouge les structures, évidemment, ça amène de l'inconfort, même si la zone précise où on fait la réparation est gelée. Et là, je voudrais juste revenir quand tu disais qu'il y avait comme un manque de bienveillance. J'ai pas compris, est-ce que c'était un manque de bienveillance de l'étudiante envers la stagiaire, mais de la part de la sage-femme? L'ambiance était pas tendue, mais un peu... Moi, j'étais dans mon lit, notre lit entre guillemets conjugal, et la manière dont c'était orienté, il y avait pas énormément de place et pas énormément de lumière pour faire l'intervention, donc elle était pas très bien positionnée pour faire les points. Et je pense qu'elle rushait juste parce qu'il y avait pas assez de luminosité, pas assez d'espace. Elle aurait pu me demander de bouger, mais comme je venais d'accoucher, je pense qu'elle a pas voulu me demander ça. Donc, fast forward, plusieurs années plus tard, je suis enceinte de ma deuxième. Je perds les os, d'ailleurs un peu en avance. J'étais pas tout à fait rendue à 40 semaines. Et je perds les os. En plus, je perds, je veux dire, une goutte à la fois. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Je peux pas croire que c'est autre chose. Et il est 5 heures de l'après-midi. Donc là, on avait un plan de match pour la grande. Donc, je me dis, bon, on va s'occuper de la placer parce que pour moi, c'était important qu'elle soit pas présente parce qu'elle était déjà intense. On se le rappelle. Et donc, je t'ai appelé et tu m'as dit, allez vous faire un bon souper tous les deux parce que ça se peut que vous ayez plus d'autres occasions dans les mois à venir pour avoir un souper tranquille tous les deux. Et il y avait un petit resto de sushi, donc mon chum et moi, on est allés à ce resto-là, et on a soupé, donc après avoir placé la grande. À 7 heures, les contractions commencent. Et là, moi, je me dis, bon, le bain, ça avait fonctionné, je me fais couler un bain, ça va m'aider parce qu'on est parti pour plusieurs heures, donc je rentre dedans. C'était désagréable, j'avais pas envie, il faisait chaud, j'étais pas bien. Et alors là, il y a eu quand même rapidement, mais tu sais, si ça marche pas, qu'est-ce qui va marcher? Parce que je me souvenais de mon premier accouchement et je me faisais des idées, donc, et je me suis juste retournée. Le gros ballon était dans la salle de bain, qui était petite aussi, cette salle de bain. Donc, je me suis retournée, je me suis installée sur le ballon. Et déjà, quand t'es arrivé, le rythme des contractions était déjà quand même assez intense.
je pense qu'on était dans le noir, dans une petite salle de bain étouffante. Et puis, la sage-femme est arrivée pas longtemps après toi. Et je me souviens d'avoir crié « Maudit sushi à merde !» Parce que j'avais des reflux de sushi que j'avais engloutis comme 1 heure avant ou 1h30 avant. Ça aussi, pendant le travail, donc elle est née en 2 heures. Mes contractions commençaient à 7 heures, puis elle est née à 9 heures le soir. La sage-femme rentrait très discrètement, une fois de temps en temps, pour voir si on avait besoin de quelque chose. Toi, t'étais avec moi, puis je pense que tu me parlais pas tant que ça. T'avais peut-être une main sur mon dos, et puis c'est pas mal tout. Mon conjoint est rentré un moment dans la pièce, et je me souviens de lui avoir vraiment dit, en fait, même pas avec des mots, mais je lui ai envoyé la main en disant « Non, toi, tu restes dehors ». C'est un accouchement que j'ai vécu de manière vraiment très animale, très paléolithique. Et j'ai pas réfléchi et je me suis pas demandé est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que j'aurais dû, est-ce que peut-être. Je me souviens qu'à ce moment-là, ça allait bien comme c'était. En fait, j'avais besoin que la situation reste comme ça, c'est-à-dire toi derrière moi sur un ballon. Je faisais beaucoup de sons à chaque contraction. Ça m'était venu assez spontanément. Je me souviens pas, mon premier accouchement, si j'avais fait des sons ou pas, mais celui-là, oui. Et à un moment donné, je t'ai dit, OK, là, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce que je fais? Et je m'étais tournée vers toi, et toi, dans ta grande sagesse et ta grande connaissance aussi, tu m'as dit, toi, Rebecca, qu'est-ce qui te ferait du bien? Et je pense que j'ai laissé passer une contraction parce que ça allait vite déjà, le rythme des contractions. J'ai répondu, on va réessayer le bain, on va voir. Donc j'ai laissé le gros ballon, j'ai enjambé la baignoire parce que c'était une baignoire sur pattes. Et probablement qu'en enjambant le bain, j'ai dû ouvrir ou débloquer quelque chose au niveau de la descente du bébé. Et je me suis mis à 4 pattes dans le bain. Et il y a eu, en fait, la contraction suivante. J'ai fait une poussée. En fait, j'ai fait un son de poussée. Moi, je me souviens pas tant que ça, mais je pense que c'était ça. Et là, la sage-femme est arrivée quand même assez rapidement en disant « Ouais, ça, c'est un son que probablement qui indique un changement dans le cours de l'accouchement. » Et je pense que la poussée suivante, Eden sortait sa tête. Elle a mis sa main pour accueillir le bébé parce que moi, j'étais à 4 pattes puis j'étais pas tellement consciente. Je pense que la tête était déjà sortie. Je pense que ça a pris 2 poussées, donc j'ai pu profiter de la poussée physiologique à peu près 5 minutes. Mais ça a été ça. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Oui, puis c'est drôle parce que c'est justement le fait que tu te mobilises et que tu changes de position qui a fait changer les choses. Que c'est comme si tu avais senti à l'intérieur de toi que tu avais besoin de faire ce changement-là, même si consciemment, c'était peut-être pas si clair. Là. Ouais, le moment où je t'ai parlé, c'était vraiment un moment où je suis remontée dans ma tête très, très brièvement. Mais tout le reste de cet accouchement-là, je l'ai fait à partir de mon senti. Puis c'est drôle parce que hier, je faisais une activité de journal créatif. Et un message qui m'était venu hier, c'était qu'on a les réponses à l'intérieur. C'est juste qu'on est tellement habitués de demander aux gens de nous dire quoi faire. C'est tellement réconfortant aussi de se faire dire quoi faire, et surtout dans des moments comme ça où on a très mal. Je me souviens de la douleur de mon premier accouchement, mais celui-là, c'est sûr que j'ai eu mal, mais je m'en souviens pas aujourd'hui. Je suis quelqu'un aussi qui doute énormément, donc j'aime bien avoir la confirmation de mes choix, surtout de l'extérieur. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui me dit « bah oui, c'est ça, c'est bien ». C'est peut-être aussi le type d'éducation un peu genrée que j'ai reçu. Je pense une fois dans ma vie, je peux dire que c'est moi qui ai été aux rênes jusqu'au bout de cette affaire-là. On n'a pas le même souvenir par rapport à ça, mais moi, je reste persuadée que pendant ta grossesse, c'est un sujet qu'on avait abordé. Le souvenir que j'ai, c'est que tu m'avais dit, la première fois, on m'a donné des consignes. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment être complètement souveraine dans mon expérience. Mm-hmm. C'était vraiment un mandat que tu m'avais donné. En tout cas, que j'avais entendu. Mais c'est très possible, en fait, parce que c'est vrai que j'étais restée un peu avec cette expérience-là de, maintenant, il faut que tu pousses. Et je me suis dit, là, moi, j'aimerais ça sentir quand c'est bon pour moi de pousser, en fait.
c'était quand même un élément important pour moi. Est-ce que avant l'accouchement, c'était quelque chose auquel tu avais pensé, le fait d'avoir ou non ton compagnon près de toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais réfléchi? Pas vraiment. Mon conjoint, c'est quelqu'un qui a de l'anxiété. Donc, dans les premiers jours avec ma plus grande, on avait eu des enjeux d'allaitement comme beaucoup. À ce moment-là, il y avait lui, je sentais beaucoup son inquiétude que notre fille soit pas assez nourrie et ça m'aidait pas du tout. Puis je comprends tout à fait son inquiétude de nouveau papa qui a peur pour son bébé. C'est l'instinct animal aussi, mais comme toi, tu étais présente à mes côtés, contrairement à l'acupunctrice, elle venait me faire des traitements et elle repartait. Donc, c'était mon conjoint qui était là à mes côtés à ce moment-là. Mais là, comme tu étais là et comme tu me faisais des pressions dans le dos, comme tu savais comment être présente à côté d'une femme qui donne naissance, ben, j'avais tout ce qu'il me fallait, en fait. J'avais pas besoin de plus et j'avais surtout l'impression que si on change cet équilibre fragile, ça va aller moins bien. J'avais une formule gagnante que j'avais pas envie de modifier, puis ça a été peut-être 1 heure de temps, ça a été probablement comme de 8 heures à 9 heures le soir. L'autre chose aussi, j'étais allée à une conférence de Michel Audin. Et j'étais restée très marquée par ce qu'il avait raconté. Il racontait que, donc lui, c'est un médecin, je pense français, mais qui pratique en Angleterre. Et il racontait, moi, quand on m'appelle pour un accouchement, en fait, je laisse les femmes entre elles faire leur truc et moi, je suis là s'il y a besoin. Mais sinon, moi, mon rôle, c'est de soutenir le papa avec un café dans le salon. Ça m'avait vraiment marqué cette histoire-là et lui il disait avec une grande humilité mais en fait l'accouchement ça a été une histoire de femme pendant des centaines et des milliers d'années donc c'est très récent en fait que les hommes soient présents et aujourd'hui dans les hôpitaux ça se fait pas en fait que le papa soit pas là. C'est comme presque inacceptable en fait. Et il y a des papas qui sont pas bien là-dedans et qui veulent pas voir nécessairement, qui préfèrent être aux côtés de leur épouse ou de leur conjointe à la tête. On est passé d'une norme à une autre et la norme elle est très très lourde et elle est très puissante et il faut absolument faire comme ci et pas comme ça. Mais en fait, ça date des années 60, donc au niveau de l'histoire, c'est extrêmement récent que les papas soient aussi présents et impliqués. Puis pour une portion des papas, c'est tant mieux et c'est parfait. Et c'est génial qu'ils puissent avoir une place qui leur était complètement inaccessible avant. Sauf que moi, le one size fits all, j'ai jamais trouvé que c'était une si bonne idée dans aucun des domaines de la vie. Et donc, moi, dans mon cas, c'est sûr que je voulais qu'il soit là dans la maison, mais pas nécessairement à mes côtés. Donc, d'écouter le papa dans ses besoins, puis d'écouter la femme qui accouche aussi dans ses besoins. Je me souviens pas si on en a parlé tant que ça ou pas, mais je pense pas que lui était tellement fâché ou déçu de pas avoir été dans la salle de bain directement avec moi. Je pense qu'il est arrivé au moment où Eden était vraiment né. Mais sinon, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été un enjeu pour lui et moi, en fait, j'y ai pas pensé trop. Mais après ça, quand on en a reparlé, toi et moi, ou quand je me suis souvenue du docteur Audin, je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, que c'est une norme qui est très lourde, c'est devenu obligatoire, bref. C'est un peu un sujet un peu tabou de dire, tiens, moi, j'ai fait signe à mon chum, non, rentre pas. Oui. Signe, je vais même pas parler. Je pense que c'était vraiment évident que je voulais pas qu'il soit là. Mais c'était pas tant du rejet que là, ce que j'ai, ça marche, ça va. Et je veux pas modifier cet équilibre pour le moment. Ouais. Et d'ailleurs, ça, Michel Audin, justement, dans ses conférences, en parle beaucoup, de dire que quand il y a un événement pendant un accouchement et que ça se passe bien, qu'on est dans une formule gagnante, de surtout ne pas toucher à ça. Mm-hmm. Puis il fait beaucoup de parallèles avec la physiologie, en disant, quand la physiologie est au rendez-vous, il faut éviter d'ajouter, de modifier et compagnie. Mm-hmm. Dans ses conférences, il raconte aussi beaucoup l'époque où les hommes ont commencé à rentrer dans les salles d'accouchement. Et il raconte qu'un soir, il était chez lui à la maison et qu'il y a une infirmière ou une sage-femme qui lui a téléphoné en lui disant « Écoute, j'ai un problème, je sais pas trop comment gérer ça. Il y a un homme qui veut rentrer dans la salle d'accouchement. » Et là, donc, ils ont comme été confrontés aux premières personnes qui ont fait comme non, nous, on aimerait que les conjoints puissent rentrer. Et là, ça a été tout un changement de culture qui s'est amorcé. Et effectivement, tu as raison, maintenant, on est dans quelque chose qui est à l'inverse, c'est-à-dire que les hommes ont beaucoup de pression
pour être là et c'est très mal vu si finalement ils ne veulent pas y être. C'est quand même très récent. Donc quelque chose qui nous semble évident aujourd'hui et bien implanté. C'est beaucoup la question aussi de est-ce qu'on questionne nos pratiques? Est-ce qu'il y a de la marge pour se poser des questions, pour remettre en question, pour évaluer est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Des choses qu'on fait, mais la présence du père, mais comme l'épisiotomie aussi. En France, l'épisiotomie, c'était de routine. Donc si, à partir du moment où on arrête de questionner, c'est là où on crée des modèles qui sont trop rigides et qui conviennent pas à tout le monde. L'épisiotomie, sûrement que ça a sauvé des bébés, mais en même temps, pour tout le monde, non. Et c'est pareil, le papa. L'enjeu, c'est vraiment est-ce que ça convient à l'un et à l'autre et à qui la priorité? J'ai toujours considéré, Rebecca, que tu étais une personne féministe. Oh oui! Oui. Comment tu perçois l'univers de la naissance actuellement avec des yeux de personne féministe? Vaste question. Je me dis féministe et en même temps, je trouve que c'est tellement plus grand que moi. Moi, je suis comme une bébé féministe. je fais ce que je peux à mon niveau et de manière très petite. Je milite, disons, à un niveau très quotidien, mais c'est un titre presque honorifique que j'aurais du mal à m'accoler. Mais je pense que mon chum actuel dirait que je suis féministe. Par rapport au monde de la naissance, pour moi, c'est une occasion extraordinaire, en fait, de vivre sa puissance de femme et son autodétermination et de vivre ses choix de manière vraiment profonde. Là, je m'embarque sur des terrains un peu plus vaseux, mais mon chum actuel est sociologue et il me parle beaucoup de essentialiser. Donc, pour moi, l'allaitement, c'était super important. Puis j'ai probablement eu des propos qui ont pu blesser certaines personnes parce que l'allaitement, pour moi, c'est super important que le bébé y ait droit, quel que soit le choix de sa maman, en fait. Le bébé, il n'est pas responsable. En fait, il devrait pouvoir avoir accès à du lait maternel. Après, ça pose aussi la question du lien avec le droit à l'avortement. C'est sûr que le droit à l'avortement, pour moi, c'est super important et la femme devrait choisir le moment où elle met au monde un enfant. Par contre, une fois que le bébé est né, je trouve que le bébé, en tant que personne, a droit à ce qui est prévu pour lui par la nature. C'est une position qui peut aller à l'encontre de certaines positions féministes. J'ai eu la chance d'être accompagnée par des sages-femmes. J'ai eu la chance d'accoucher à la maison selon mon choix. Donc, je peux dire que j'ai eu la Cadillac des expériences. J'ai vraiment été extrêmement chanceuse et extrêmement choyée de pouvoir aussi avoir des congés parentaux, des congés maternels et tout ça. Reste qu'il y a beaucoup de violences obstétricales. Ce que j'entends de la part de mes amis, c'est absolument abominable. Et je comprends pas que les papas se mobilisent pas plus. C'est beaucoup une histoire de femmes. C'est beaucoup aux femmes à aller défendre ça. Et je me dis, si t'es un papa et que t'accueilles un enfant au monde, tu devrais vouloir que cet accueil-là se fasse dans de meilleures conditions. En même temps, c'est pas du tout au moment de l'accouchement où les papas devraient avoir à monter aux barricades. Mais en tout cas, après ou avant, je trouve que comme femme, on n'est pas assez soutenu là-dedans par les hommes qui, déjà, ça ferait plus de voix, puis des fois, des voix d'hommes, ça s'entend peut-être des fois encore un peu plus, même si ça devrait pas. Donc voilà, c'est peut-être ces quelques liens que je pourrais faire avec le féminisme, mais c'est pas facile d'être en accord profond avec ce qu'on sent et ce qu'on vit, notamment, donc par exemple, par rapport à l'allaitement. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une femme qui peut pas parce que traumatisme ou parce que toutes sortes d'autres affaires. Quelque part, la femme qui dit « je veux pas », sûrement qu'elle est contaminée, entre guillemets, par toute l'éducation, toute la rhétorique autour des seins, tous les enjeux qui a coloré tout son parcours de vie jusque-là. Il faudrait que je réussisse à l'accepter. Je travaille là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut des banques de lait. Il faut normaliser le fait qu'un bébé reçoive du lait d'une autre femme, ce qui est hyper difficile encore aujourd'hui. Moi, j'ai produit du lait. Je suis une maman de lait pour une autre petite fille qui a l'âge d'Éden. Je tirais mon lait pour une autre femme qui, physiologiquement, pouvait pas allaiter assez. C'est quand même encore très tabou. Ça aussi, dans l'histoire, les nourrices qui allaitaient les bébés des autres, ça posait pas de problème au XVIe, XVIIe siècle, ou chez les animaux, j'imagine que ça se fait aussi quand même assez fréquemment. Donc, normaliser ça. Ouais,
c'est encore très tabou. Et là, je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté. Quand mes enfants étaient petits, j'avais évidemment plein d'amis qui étaient, elles aussi, en train de fonder leur famille. Donc, le fait que je donne naissance n'excluait pas que des amis à moi donnaient naissance dans les mêmes périodes. Et quand mes bébés étaient petits et que mes amis me demandaient de les accompagner, ben écoute, j'avais un tout petit bébé qui devait être allaité. Alors, il y avait toujours une autre de nos amies qui allait passer la nuit chez moi. Et là, ça va me rendre émotive, là. Et donc, mon amie se couchait dans le lit avec son bébé d'un côté et mon bébé de l'autre côté. Et pendant toute la nuit, elle allaitait son bébé et le mien à tour de rôle pour que moi, je puisse accompagner, être présente avec notre autre amie. C'est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, c'est quelque chose que je partage. Là, je suis en train de dire ça dans un podcast. Mais c'est le genre de choses que normalement tu partages pas parce que les gens vont juger ce genre de choix-là. Parce que c'est très tabou encore. Je trouve que c'est beaucoup, là je fais un lien avec l'actualité, c'est beaucoup ça le problème. En fait, il y a eu une manif la semaine dernière contre l'éducation à la sexualité sur les aspects trans dans les écoles. Et je me disais, mais en fait, si ça te concerne pas, laisse faire, laisse les autres vivre. Et puis ça concerne tellement une minorité. En fait, je pense que c'est 0,5% des enfants qui se questionnent sur leur genre. Et c'est pareil, il y a peut-être 0,5% de mamans qui allaitent d'autres bébés, mais laisser vivre en fait, de pas. Pour l'avortement, tu veux pas avorter, ben avorte pas. Surtout si t'es un homme, t'as qu'à pas avorter, puis laisser les autres avorter. C'est un choix qui est important pour elles et qui leur convient à elles. Absolument. Et moi, j'ai toujours été fascinée du dégoût du lait maternel. Mm-hmm. On s'entend que presque 100% de la population boit du lait de vache. Comment on peut expliquer qu'on soit aussi dégoûté par du lait de femme alors qu'on boit du lait de d'autres mammifères? Mais parce que ça a été beaucoup caché dans les dernières décennies. C'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça. On voit pas le liquide comme tel. À part si tu tires ton lait, ça passe du sein directement à la bouche du bébé. Donc c'est pas quelque chose qui est visible tant que ça. J'avais pas de dégoût du lait maternel. Je l'ai pas perçu tant que ça autour de moi. Rebecca, on l'a dit tantôt, tu as donné naissance à 2 filles. Mm-hmm. Les choses évoluent au niveau des droits des femmes, reculent, évoluent. Moi, je le vois beaucoup quand je fais référence, par exemple, quand j'ai eu mes bébés, j'avais beaucoup plus de droits. Je trouve beaucoup plus de liberté que les femmes en ont aujourd'hui, ce qui est quand même assez inquiétant. Tu as 2 filles qui vont grandir, qui vont bientôt, parce que le temps passe vite, bientôt peut-être vouloir fonder une famille. Quel est ton regard sur ça qui s'en vient assez vite finalement? Moi, je sais pas si tu as eu plus de droits ou de liberté que moi. Je me considère quand même chanceuse. Je me compare à l'expérience que j'aurais eue si j'étais restée en France, qui, je pense, vraiment améliorée du fait que je suis ici. Puis, je dis souvent que je voudrais pas vivre nulle part ailleurs sur la Terre parce que je trouve que c'est au Québec que le féminisme est le plus avancé. Donc, il y a des acquis, je pense, le congé d'1 an, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui reculera pas, qui est là pour rester et qui est super important pour l'accueil d'un enfant. Au niveau des sages-femmes, je sais qu'il y a des tensions, il y a des changements. D'une part, il faut que les sages-femmes, elles gardent le pouvoir sur leur pratique. Ça, c'est super important. D'autre part, je pense qu'il faut qu'elles sachent résister à la pression de médicaliser à outrance leur pratique. Je pense qu'il y a comme une dérive qui est très possible, probable. La première sage-femme que j'ai eue, qui était d'ailleurs enseignante à l'UQTR, au programme sage-femme, c'est probablement la sage-femme la plus interventionniste que j'ai eue au courant de mes 2 suivis, mais sinon, je pense qu'il faut savoir résister en tant que sage-femme, puis je le dis en toute méconnaissance parce que j'ai aucune idée. La plupart font quand même un bon travail, mais ce risque-là est pas loin. Après ça, pour mes filles, je suis abonnée à des pages Facebook, dont l'Abattoir, que je recommande à tout le monde qui s'intéresse à des questions de féminisme. Et la personne qui est en arrière de cette page décrypte l'actualité de manière vraiment remarquable, appuyée par des données. C'est super intéressant, puis c'est souvent très drôle.
et triste en même temps, mais il faut savoir rire des choses tristes. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est beaucoup d'apprendre à occuper l'espace public sans avoir l'impression qu'on emprunte à quelqu'un. D'occuper l'espace, pas parce qu'on est belle, pas parce qu'on plaît, mais parce qu'on existe en fait. Hier, ma grande fille m'a texté en me disant « Ah, maman, tu sais pas quoi, dans le métro, il y a une vieille dame qui m'a dit « Ah, mademoiselle, il faut que je vous dise, vous êtes vraiment magnifique, vous êtes très très belle. » Et elle me texte ça, puis là, je lui dis « Tu sais ce que la maman féministe va dire ?» Elle dit « Oh oui !» Que plaire, c'est un piège, c'est vraiment dangereux de plaire. Et par exemple, pour fonder famille, moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis probablement 40 ans, pas 40 ans parce que j'ai commencé à dater plus tard, mais à partir de 40 ans, je me suis dit, non, c'est pas juste moi qui plaît, moi aussi, j'ai le droit de choisir un conjoint qui me plaît à moi et pas juste d'être choisie, en fait. Pas juste de plaire à quelqu'un et d'être... c'est peut-être trivial et c'est peut-être petit pour d'autres personnes, mais pour moi, ça a été central et je me suis... Bon, évidemment, toutes les princesses sont choisies comme personne. Moi, est-ce que j'ai envie d'être avec l'autre? C'est sûr qu'on choisit un peu aussi, mais c'est devenu très central pour moi. Et la personne avec qui je suis maintenant, je l'ai totalement choisie et je la rechoisis pas mal tous les matins, tous les soirs aussi. Mais de faire attention, si physiquement on a des avantages physiques, si on est moindrement belle, c'est un piège vraiment, vraiment grand. Ça donne un certain privilège, puis je pense qu'il y a énormément de données de recherche qui le démontrent, mais on s'enferme là-dedans, puis je dis ça, je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, mais ça peut enfermer et ça peut donner l'impression qu'on a gagné notre place dans l'espace public que parce qu'on est belle. Pour mes filles, ça, c'est un des messages vraiment centraux et je leur répète, vous avez le droit à votre place, quelle que soit votre apparence physique. Parce que 13 ans se maquille, et ça aussi, comme féministe, c'est compliqué parce que elle m'a demandé est-ce qu'elle pouvait se maquiller, puis je lui ai dit, ton apparence, c'est ta prérogative. Je lui ai pas dit le mot prérogative, mais je lui ai dit c'est ton choix en fait, c'est toi qui décides. En ce moment, en tout cas, elle se maquille de manière très discrète et très très subtile, mais c'est le jour où si elle décidait de mettre du noir, je sais pas comment je réagirais, mais en même temps, comme féministe, il faudrait que j'accepte. Et en même temps, je me dis, ok, elle est déjà tombée dans, il faut que je plaise, il faut que j'améliore mon apparence parce qu'il faut que je plaise. Il y a un parallèle vraiment intéressant à faire avec l'accouchement parce que souvent, j'ai observé aux accouchements que les femmes ont ce besoin de plaire aux intervenants. Mm-hmm. Et surtout, veulent éviter de déplaire. Oh oui, oui. Oui, c'est l'un va avec l'autre. S'affirmer, de risquer de fâcher l'autre personne, ça va avec. Si tu te positionnes comme moi, je sais ce que je veux, puis c'est ça dont j'ai besoin. Il faut accepter que l'autre est peut-être pas content et que ça lui convient peut-être pas mais ça va être ça quand même parce que je suis en train d'accoucher et que c'est moi ici qui décide ce qui est bon pour moi. Tu es très familière de par ton travail avec le concept de patient partenaire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être un patient partenaire justement dans un moment où je désire quelque chose et que l'intervenant que j'ai face à moi n'est pas en accord avec ça? La notion de patient partenaire, c'est vraiment de faire équipe avec les gens, les professionnels qui sont là. Et il y a aussi la notion d'être au même niveau, donc il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je fais partie de l'équipe au même titre que toi, au même titre que le médecin, au même titre que... Le problème de ça, c'est que nos soins de santé au Québec, ça change tranquillement. On travaille très fort pour enseigner ça aux étudiants des sciences de la santé, aux étudiants en médecine, tout ça. Mais ils arrivent dans des milieux où c'est pas toujours ça qui est en place, donc ça change, mais pas assez vite. Le problème, c'est que c'est pas tant au patient à prendre sa place, c'est à l'équipe de soins de faire de la place pour la personne, pour que la personne puisse réellement être partenaire. S'il y a pas de chaise autour de la table, c'est difficile de prendre sa place. Si l'équipe de soins est pas tant ouverte, c'est pas évident de prendre sa place, puis on est vu comme la chiante, on est vu comme l'empêcheuse de tourner en rond, la fatigante. Dans les hôpitaux, c'est pas toujours les mêmes équipes, on le sait pas d'avance en fait sur qui on va tomber, de ce que je comprends. Il faut prendre sa place, mais quand on accouche, on n'est pas nécessairement en position de le faire. Donc, et dans le concept de patient partenaire, les proches aidants, le conjoint ou la conjointe sont aussi partenaires dans l'équipe. Donc, ça peut aussi être cette personne-là qui fait la démarche pour essayer
d'avoir voix au chapitre. Effectivement, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Ouais, mais sans savoir qui va être sur place. C'est la raison pour laquelle il faut être encore plus près. Tout à fait. Ouais, parce que si je savais qui va être là et si je savais que je vais être avec une équipe qui va vraiment collaborer, arriver avec moins de préparation serait moins un problème. Grave, ouais. Mais moi, je dis souvent, quand je raconte que j'ai accouché à domicile, les gens me disent « Ah, waouh, t'es vraiment forte ». Puis je suis comme « Ah non, en fait, j'aurais été incapable d'accoucher naturellement dans un contexte hospitalier. En fait, j'aurais pas été capable, je pense, parce que mes hormones n'auraient pas travaillé aussi bien pour moi. Donc, en fait, moi, je dis que ça a été la solution de facilité. Quelque part, d'accoucher à la maison, c'était le plus facile pour moi et c'était un choix évidemment très, très raisonné, très, quand même suffisamment préparé. Mais moi, je trouve qu'il faut être fait fort pour accoucher à l'hôpital. Si on est en région, que pour toutes sortes de raisons, c'est pas possible d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, alors une formation, tu sais, comme la tienne, c'est primordial. C'est vraiment quel que soit son choix, en fait, même si on veut accoucher avec une épidurale, il faut absolument être informé. Puis l'information, ça c'est très féministe, mais être informé, c'est avoir du pouvoir. C'est être, tu veux une hiérarchie avec moi, mais moi, si j'ai l'information, puis si j'ai la connaissance, on est au même niveau ou presque, et tu peux pas me faire croire que j'ai besoin de ci ou que je dois faire ça, alors que moi, je sais que c'est pas vrai. Donc, on est moins pris de court, je pense, si on est bien informé, si on s'est bien préparé. Pour ce qui est du partenariat patient, il y a une idée aussi en arrière de ce concept-là, c'est que les soins qu'on donne comme professionnels de la santé, le but, c'est que la personne aille mieux, ou que la personne soit guérie, ou que la personne accouche. Le but, c'est de faire la meilleure chose pour la personne. Donc, si je prends un exemple de médication, si le médecin donne une médication qui est la bonne selon les papiers ou selon ses idées ou selon la littérature médicale. Mais pour la personne, il y aurait une alternative qui serait plus ajustée selon son contexte. Donc, si la personne prend pas la médication qui est idéale pour toutes sortes de raisons, parce que il a essayé dans le passé, ça lui donne des nausées, ou qu'il pense qu'il a des idées préconçues par rapport à cette médication-là. Si en bout de ligne, il ne la prend pas, ça a des coûts au niveau de la personne, elle guérit pas, ou elle va pas mieux, ça a des coûts au niveau social, parce qu'il y a de multiples consultations. Et puis le médecin, en fait, c'est qu'il n'a pas vraiment eu les conditions pour bien faire son travail, ou qu'il n'a pas pris le temps, ou en tout cas dans la relation, ça n'a pas été possible. Et si on ramène ça à l'accouchement, le but des services qui sont donnés ou des soins qui sont donnés, c'est que la femme soit dans les meilleures conditions pour accoucher. Bon, il y a tout l'aspect du contexte avec des locaux qui sont peut-être pas adaptés ou des lumières qui sont peut-être pas adaptées. Mais au niveau des interventions, le but, ça devrait pas être de faciliter sa job de professionnel. Moi, je suis pas là pour que ma job à moi se fasse bien et soit facile. Moi, comme professionnelle de la santé, je devrais être là au service de la personne qui accouche. Donc, si on pousse cette réflexion-là un petit peu plus loin, ça n'a aucune allure, en fait, que les femmes accouchent sur le dos, parce qu'accoucher sur le dos, c'est faciliter la job du médecin, du professionnel de la santé qui est là, parce que lui, il va être confortable, il va être assis, puis je dis il, mais il ou elle, assis avec des bonnes conditions, que le vagin de la personne soit à bonne portée des yeux et à bonne portée des mains, mais c'est complètement l'inverse, en fait. On devrait être là en soutien à la maman qui accouche et donner les soins et les services de manière à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est un peu l'approche ou la philosophie, en tout cas comment moi je la comprends, d'être dans une forme de partenariat. Et c'est sûr que d'accoucher à la maison, on est chez soi, donc c'est my home, my rules. Ouais. Alors que si on est à l'hôpital, quelque part, on est dans la maison des médecins avec leurs règles, leur fonctionnement, leur culture. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de renverser la vapeur, sauf que comme professionnel de la santé, je pense qu'il y a vraiment une grosse réflexion à avoir sur la manière dont on offre les soins de santé. Et il y a aussi beaucoup de réflexions sur la décolonisation et sur la manière d'offrir les services ou l'approche philosophique même en arrière. Donc ça, je pense que c'est en cours, c'est assez balbutiement, puis j'espère vraiment que ça va prendre plus d'ampleur, mais tout devrait être mis en place avec les paramètres avec lesquels on peut jouer pour que la femme puisse être dans les meilleures conditions possibles et que le lien de confiance soit le plus fort possible. Et il y a encore malheureusement beaucoup d'enjeux de pouvoir
qui sont présents, beaucoup d'ego qui sont très présents et évidemment, c'est pas tout le monde et c'est pas 100%, mais c'est quand même encore très répandu, je trouve. J'en parlais tout à l'heure de remettre en question, donc se questionner, se remettre en question. Je trouve que ça manque un peu quand même dans les pratiques hospitalières. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'entends se remettre en question. Dans tes épisodes de podcast précédents, il y en a eu un peu, des mamans que j'entendais raconter des histoires de personnes qui acceptaient de changer des pratiques en fonction de ce que les mamans voulaient, ou enfin Ouais. les familles, mais il y a encore du chemin. Oui, et je pense sincèrement que les professionnels de la santé manquent eux aussi de modèles. Mhm. Et ça fait partie des avantages. Quand on est accompagnante de naissance, on va dans tous les milieux et on voit plein de professionnels à l'œuvre. Fait que donc, ça se peut que je vois quelque chose qui est complètement impossible à avoir dans un autre hôpital, par exemple. Mais je le sais que c'est possible. Mhm. Et je sais que par certains autres professionnels, c'est considéré comme sécuritaire. La façon dont ça fonctionne, présentement, les pratiques sont cloisonnées. Les médecins travaillent tous ensemble dans un même milieu, ont des protocoles sur lesquels ils vont rouler pendant des années. Et comme ils ne vont pas ailleurs, comme ils ne font pas, par exemple, de stage avec des sages-femmes, ce qui pourrait être extraordinaire, ils sont pas amenés à changer leur mode de pratique. Je travaille dans une faculté de médecine, donc on parle beaucoup de doctor bashing. Les médecins sont fatigués qu'on les critique. Je peux comprendre que les commentaires soient difficiles à prendre. Ceci dit, je sens pas un leadership en matière de féminisme et en matière de biais dans le monde de la périnatalité. Puis je pense que c'est encore un des domaines où il y a peut-être plus de chemin à faire parce que ça concerne que des femmes et parce que dans les domaines où les femmes sont considérées, il y a souvent encore beaucoup de biais. Même de la part de femmes gynécologues, en fait, c'est pas parce qu'on est une gynécologue de sexe féminin, enfin de genre féminin, que on est immunisé contre des pratiques qui sont irrespectueuses. Dans le partenariat patient, en fait, on fait émerger l'autonomie du patient. Le patient est amené à prendre conscience de tous les savoirs qu'il a lui-même développés. Et même si c'est pas des savoirs scientifiques, c'est des savoirs expérientiels, donc des savoirs qu'on développe à mesure qu'on vit la vie avec nos maladies ou à mesure qu'on vit la vie avec un handicap en particulier ou à mesure qu'on fait un accouchement. Donc, on a des savoirs qui nous sont propres, des savoirs de patients, mais qui ont beaucoup de valeur. Et c'est sûr que de favoriser ces savoirs-là expérientiels, ça déplace un peu la hiérarchie, puis on n'est plus la personne qui sait tout et le patient qui sait rien. Mais toi, tu as des savoirs. Moi, j'ai d'autres types de savoirs qui sont complémentaires, en fait. On ne peut pas faire l'économie ni de l'un ni de l'autre. Donc, tes savoirs de science, ils sont importants, mais mes savoirs de patient, ils sont aussi importants pour bien arrimer soit la solution médicamenteuse, soit la chirurgie qu'on va choisir, par exemple. Parce que c'est moi qui vis avec. Donc, ta solution parfaite, c'est peut-être pas ma solution parfaite en tant que patient. Et peut-être que ta solution moins parfaite, ton deuxième choix, pour moi, ça va être la solution qui va me convenir à cause d'un contexte en particulier ou une vie spécifique ou des valeurs même qui sont les miennes. Puis en bout de ligne, c'est moi qui accouche. Toi, tu me donnes les outils et moi, je choisis qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Le concept de partenariat, si je le pousse, et là où je voulais m'en aller avec, c'est vraiment que les services et les soins de santé sont au service de la personne et pas l'inverse. Le patient est pas là pour faire en sorte que le médecin il donne des soins comme lui, il l'avait entendu, ou lui ou elle, mais les soins sont là au service de la personne. Et pour être ajusté à la personne, il faut bien prendre le temps d'établir une relation de confiance avec la personne, bien comprendre qu'est-ce qui fait du sens pour elle, c'est quoi ses valeurs, à quoi elle est prête à renoncer, quel type de choix elle veut faire. Tout ça, c'est de l'autonomisation aussi. Et c'est particulièrement important, je trouve. Bon, c'est important pour tout, mais pour l'accouchement, pour l'enfantement, c'est encore plus important parce qu'on n'est pas dans la pathologie, que ça fait encore plus de sens que les femmes puissent avoir leur mot à dire. Rebecca, tu as l'expérience, tu as donné naissance 2 fois, les années ont passé. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent, qui vont donner naissance dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? C'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, de s'en foutre de déplaire, en fait, de faire les choix pour soi et de prendre l'accouchement comme une énorme occasion d'assumer ses choix, en fait, de se questionner qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, comment moi j'ai envie de vivre cette expérience-là, comment je veux être accompagnée.
C'est le travail d'une vie, mais de se défaire de qu'est-ce que les autres voudraient, comment je vais faire pour leur faire plaisir, comment je vais faire pour pas les choquer, pas les déranger trop. L'accouchement, c'est une occasion unique d'aller travailler ce truc-là et de prendre sa place. Ouais, je pense, je rajouterais rien d'autre que ça. Ça va avec de s'en foutre de déplaire. Et c'est comme ça qu'on n'a pas de regrets, en fait. Ben oui. Vraiment. Je te remercie beaucoup, Rebecca. Ça m'a fait très plaisir. Qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir. Juste avant de le faire, je te rappelle que si tu as envie que je t'accompagne, tu peux me rejoindre sur opaleo.com pour voir toutes les possibilités. Si tu as envie de découvrir mon approche en mode gratuit, c'est possible aussi. Dans la description de l'épisode, tu as un lien pour t'inscrire aux 11 clés pour une naissance facilitée. Ce lien-là va te permettre d'avoir accès directement à la formation. Quand Rebecca m'a fait un coucou pour me dire « ça y est, mon travail commence, viens me rejoindre », j'étais au magasin avec mes 4 kids, imagine, en train d'acheter des chaussures. Alors, tranche de vie de doula life. C'est sûr qu'on ne peut pas rester toujours à la maison en attendant parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que nos clientes vont donner naissance. Donc, on essaie d'avoir une vie plus ou moins normale pendant ce temps-là. Et quand on a un appel, bien évidemment, on se met vite en mode on s'organise. Surtout quand il s'agit d'un deuxième bébé. Fait que là, je dois dire que la vie de doula, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça peut avoir l'air très romantique, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, tu peux m'imaginer dans le magasin avec mes 4 enfants en train de magasiner leurs chaussures. Et là, je suis ambivalente. Je me dis, est-ce que je prends le temps nécessaire pour terminer nos emplettes ou je remballe tout ce beau petit monde-là pour retourner rapidement à la maison? Ce que finalement, j'ai choisi de faire, et tant mieux, parce que comme tu l'as entendu, la naissance pour Rebecca, comme c'était un deuxième bébé, ça a été relativement rapide. J'ai envie aussi de revenir sur son histoire de ballon versus bain lorsqu'elle t'a raconté qu'elle m'avait demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire dans la situation dans laquelle elle était. Alors, le fait d'être une personne aux côtés d'une femme en travail, parfois c'est difficile de ne pas tomber dans le piège de donner des solutions. Parce que oui, il y a la femme qui, elle, doit faire ce travail-là, c'est-à-dire revenir vers ses solutions à elle, mais il y a aussi les gens autour d'elle qui ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est gratifiant de dire « Ah oui, j'ai proposé quelque chose, c'était la bonne solution » et là, de me péter les bretelles avec ça. Alors que notre rôle, ça devrait toujours être de ramener la mère vers ses solutions à elle. C'est pas toujours facile, mais je dois t'avouer que quand on réussit, ça goûte vraiment bon. C'est hyper intéressant comme histoire parce que quand Rebecca était assise sur le ballon et qu'elle s'est retournée vers moi en me demandant qu'elle pourrait faire pour aider, on n'avait aucun indice qui nous permettait de croire que la naissance était aussi imminente. À ce moment-là, il n'y avait aucun réflexe de pousser, il n'y avait pas eu d'examen gynécologique, alors il n'y a personne qui savait où on en était et jamais j'aurais pu imaginer que la naissance était aussi imminente. Puis que là, vois-tu comment c'est intéressant? Parce que si moi, j'avais analysé la situation avec les indices que j'avais, j'aurais pu dire toutes sortes de choses. J'en reste sur le ballon, par exemple. De toute façon, on a encore pas mal de travail à faire. J'aurais pu lui dire, écoute, lève-toi debout et danse, par exemple, pour pouvoir aider ton bébé à descendre. Et vois-tu comment ces indications-là dans la situation auraient vraiment pas été intéressantes? Parce qu'aussitôt que Rebecca s'est reconnectée à son instinct et qu'elle a eu cette montée-là, ce réflexe-là de dire « Ah tiens, moi, je retourne dans le bain », écoute, on a toutes été surprises. Le fait qu'elle retourne dans le bain, ça a vite propulsé la poussée réflexe qui, comme elle te l'a raconté, n'a pas duré longtemps.
Alors, vois-tu comment ça peut être un piège, de prendre le pouvoir sur la femme qui donne naissance en ayant l'impression que moi, je sais plus qu'elle parce que j'ai des connaissances, par exemple, qu'elle n'a pas. Et comment ça peut être problématique parce que j'aurais pu, dans cette situation-là, lui donner des directives qui auraient été complètement non idéales. Et concernant les fameux sushis, écoute, on en rit encore quand on se voit puis qu'on y pense à comment elle était comme fâchée après ces sushis, et je le comprends tout à fait. Si jamais tu es en début de travail et que tu as faim, que tu as envie de manger, 2 choses importantes, choisis bien des mets qui sont faciles à digérer. Donc, ça, il n'y a que toi qui le sais, ce avec quoi c'est plus facile, ce avec quoi ça l'est moins. Et deuxième chose, il faut vraiment bien mâcher. C'est-à-dire que le plus possible, tu vas bien mâcher ce que tu vas avoir en bouche, moins ton estomac va avoir du travail à faire. Et là, c'est vrai que pendant le travail, ce ne sont pas tes organes digestifs qui sont les mieux alimentés en sang. Imagine ce que ton utérus a besoin comme alimentation sanguine. C'est sûr qu'à moins qu'il y ait un stress qui va dévier la circulation vers tes membres pour te sauver, pour te défendre. Donc, à moins qu'il y ait un élément stresseur, un prédateur ou en tout cas quelque chose que ton cerveau mammifère identifie comme tel, le sang va être acheminé de façon prioritaire vers ton utérus. Donc, ce n'est pas le moment dans la vie où on digère le mieux pendant un accouchement. Donc oui, si tu as faim pendant ton travail, c'est une bonne idée de manger, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale importante qu'on t'a partagée et que tu trouves qu'effectivement ça tient la route. Évidemment, à ce moment-là, on s'abstient. Sinon, manger, c'est une bonne idée, mais toujours bien mâcher et choisir des aliments que tu vas avoir de la facilité à digérer. J'avais aussi envie de revenir avec toi en lien avec le fait que Rebecca a mentionné que sa première fille avait un torticolis. Et ça se peut que tu te sois demandé c'était quoi le lien entre le torticolis et le déroulement de l'accouchement. Que donc, quand un bébé a un torticolis et qu'il n'est pas bien aligné dans son corps, dans son axe, et que sa petite tête est un peu tournée sur le côté et inclinée sur le côté, effectivement, sa tête prend plus de place dans le bassin et ça peut créer des problématiques au niveau du travail, un travail par exemple qui va être moins fluide et ça va aussi malheureusement faire des douleurs souvent supplémentaires pendant le travail et l'accouchement. Souvent, les gens disent « Ah, ben écoute, arrête de nous tanner avec tes histoires de position de bébé. Avant, on se cassait pas la tête avec ça. » C'est vrai qu'avant, on se cassait moins la tête avec ça, mais avant, on avait un mode de vie qui était différent. Et à cause de notre mode de vie actuel, il y a beaucoup plus de problématiques au niveau de la position des bébés pendant les accouchements. Et le souci, c'est que ces problématiques-là vont nous suivre par la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, un bébé, par exemple, qui est positionné de façon moins idéale, va effectivement influencer le déroulement de l'accouchement, mais en naissant, il ne sera pas tout à coup débarrassé de toutes ces tensions. Ces tensions vont persister. Et ces tensions-là vont demander un certain nombre de solutions à mettre en place en postnatal. Et Dieu sait qu'en postnatal, on n'a pas que ça à faire. Donc, en prénatal, quand tu prends soin le plus possible avec toutes sortes de choses que tu peux mettre en place de la position de ton bébé, et je t'en parle d'ailleurs en long et en large dans la méthode au paléo, c'est quelque chose dont on prend soin ensemble avec plein d'astuces concrètes. Donc, quand tu mets en place des astuces pour pouvoir prendre soin de ce facteur-là de la position de ton bébé, tu as une action concrète sur le déroulement de l'accouchement. Donc, tu fais vraiment quelque chose qui va faciliter le processus pour toi et ton bébé et tu permets aussi à ton bébé de commencer sa vie avec un petit corps dans lequel il y a le minimum de tension. Bien évidemment, on ne contrôle pas tout, mais l'idée, c'est toujours de faciliter le plus possible les choses, le déroulement pour toi et pour ta petite merveille. Et d'ailleurs, en parlant de ton bébé, si tu as envie de découvrir les super pouvoirs d'un bébé déjà dans ses premiers jours de vie, je t'invite à l'atelier gratuit Les super pouvoirs de ton bébé. Si tu veux t'y inscrire, c'est facile, tu as simplement à aller dans la description de l'épisode pour y trouver le lien. Je t'invite donc à faire
connaître le podcast Enfanter librement sans se faire accoucher. Vous êtes nombreuses à me dire à quel point vous aimez le podcast. Je vais te faire une confidence. C'est énormément de travail et quand je vois les étoiles, les 5 étoiles s'accumuler sur les plateformes d'écoute, quand je reçois vos témoignages, quand vous m'en parlez dans les rencontres qu'on a ensemble, dans la méthode au paléo, aussi dans le programme postnatal, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur et ça me motive pour continuer. Donc, n'hésite pas à prendre action pour me soutenir dans la continuité de ce projet-là qui, j'en suis certaine, change bien des vies et bien des perspectives aussi en lien avec la maternité, l'accouchement et la période postnatale. Je te souhaite une magnifique journée. Je ne sais pas exactement comment tu te sens actuellement, mais je te souhaite que la journée soit bonne pour toi. Je te souhaite que tu ressentes de la joie, de la puissance, de l'empuissancement et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.